Quel que soit le métier, faire un plan peut s'avérer capital. Le cas du maçonnier. Ah merde, il y a une erreur. Il n'y a qu'un N maçonnier? Salut! Vous voyez ce chantier? Et si je vous dis qu'il a été réalisé sans aucun plan, ça vous embouche un coin, hein? Eh oui, je connais mon métier, moi. Vous verrez, d'ici ce soir, j'aurai terminé de monter tous les murs. Ben oui, quand on n'utilise pas de plan, on ne s'encombre pas de l'inutile, on va plus vite. Je vous l'avais dit, c'est fini. Et il ne fait même pas nuit encore. Et comment on sort? Comment ça, comment on sort? Bah oui, elle est où la porte? Comme quoi, le plan, c'est important. Le cas de l'agent France Télécom. Vous savez, je connais mon métier, moi. J'ai pas besoin de plan. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Tout est dans ma tête. De toute manière, tous les fils sont référencés, il suffit de les relier aux bons endroits. Si vous voulez, je vous montre. Tu m'excites, Jennifer. Dis-moi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Germain? Amandine? C'est qui Jennifer? Rien. C'est personne, ma chérie. Oui, bien sûr, c'est personne. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais non, ma chérie, c'est pas ce que tu crois. Oups, je me suis trompé. Aïe, j'ai mal. Oui! Mes chers compatriotes, Et merde. Comme quoi, le plan, c'est important. Le cas du scénariste à Hollywood. Bonjour, Bérénice Rabajois pour TF9. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire une série sans faire de plan? Au final, ça donne quoi? 20 ans plus tard, on n'a toujours pas compris la fin. Comme quoi, le plan, c'est important. Le cas du romancier indépendant. Et vous, vous seriez prêt à écrire sans faire de plan? Je m'appelle Julien Cordier et je suis romancier indépendant. Mon style d'écriture, des histoires qui sortent les cases, souvent inclassables par leur genre, et qui partagent un message important sur notre vision du monde. La vidéo, j'adore ça. Alors quoi de mieux que ce format pour partager avec vous ce bistrot littéraire dans lequel je vous partage mes trucs et astuces. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du bistrot littéraire. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire un plan. Merde. Je vais dire quoi déjà dans le plan? Les 3 points. Ah oui, et pour cela, je vais vous présenter ce qui, selon moi, sont les 3 points importants à retenir. Alors oui, le premier intérêt de faire un plan, c'est de savoir où on va. Alors, un roman naît toujours d'une idée. Ce concept, souvent flou au départ, dessine progressivement les lignes directrices de votre histoire. À partir de là, ce que je vous conseille, c'est d'isoler les grandes étapes clés de votre récit pour les placer sur une frise chronologique. Là, tu vois, le héros, il meurt. Ah bon? Il était pas déjà mort avant? Ben non, enfin, je crois pas. Attention cependant, cette frise représente la chronologie des événements dans votre histoire, mais pas forcément celle dans laquelle vous allez la raconter. Son but est simplement de vous offrir une vision immédiate et limpide de votre contenu. D'ailleurs, prenons l'exemple de mon dernier roman, Cristal. Sa chronologie s'étale de 2003 à 2023. Pourtant, le livre s'ouvre directement en 2023 sur une scène où une femme, Juliane, décide de quitter mari et enfant subitement en volant une voiture. Pourquoi avoir choisi ce point de départ? Tout simplement pour plonger le lecteur directement dans le vif du sujet. Ce rebondissement initial crée un mystère immédiat et c'est précisément ce qui donne envie de tourner les pages. Tourner les pages? Comment? Comme ça? À la fin de ce premier chapitre, l'inspecteur en charge du dossier explique au mari que sa femme aurait usurpé l'identité d'une autre femme, Christine Miller, en 2003. Dès le deuxième chapitre, j'ouvre donc une deuxième ligne temporelle qui débute en 2003. Et tout au long du roman, on alterne entre ces deux époques, celle de 2003 qui progresse de manière linéaire pour distiller des explications au compte-gouttes et celle de 2023 où l'on suit le combat du mari qui cherche à démêler le vrai du faux. Alors comme vous le voyez, cela donne une structure plutôt complexe qui nécessite une attention de tous les instants pour ne pas tomber dans les incohérences.
Mais c'est justement là que la frise chronologique et le plan prennent tout leur sens, parce qu'ils deviennent un support de travail fiable sur lequel vous allez pouvoir vous reposer du début à la fin. Donc c'est au moment de concevoir cette frise que doivent naître toutes vos stratégies d'écriture. Une fois que ce travail est accompli et que vous savez sous quel angle aborder votre récit, il ne vous reste plus qu'à le découper en autant d'étapes que de chapitres. Ainsi, avant même de rédiger votre première ligne, vous êtes certain de savoir exactement où vous allez, tout en garantissant la bonne cohérence de votre récit. Alors oui, certains auteurs préfèrent se laisser guider par leur inspiration au fil de leur plume plutôt que de faire un plan en amont. Comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, c'est une méthode qui existe, mais ce n'est pas la seule. Mais celle que je vous recommande basée sur mon expérience d'auteur, c'est en effet de faire un plan. Élaborer une structure en amont permet avant tout d'assurer une meilleure cohérence dans votre récit. Il est indéniablement plus facile de maîtriser son sujet sur un document qui ne fait que quelques pages, plutôt que sur un manuscrit de plus de 200 pages déjà rédigé. Bordel. Oh, putain. Comment il s'appelle déjà ce foutu chien? Je l'ai écrit, je le sais. Qui plus est, lorsque la structure de vos chapitres est clairement définie, il est beaucoup plus aisé d'y semer des indices. Vous pouvez ainsi y glisser de manière subtile des clins d'œil et des allusions qui préparent votre conclusion. Ou à l'inverse, choisir l'emplacement stratégique de certaines scènes bien pensées, en apparence anodines, mais conçues pour orienter le lecteur vers de fausses pistes, de manière à mieux le surprendre à la fin. Au final, maîtriser son histoire, c'est anticiper les détails que vous allez mettre dans l'esprit de votre lecteur pour jouer avec ses attentes au fil des pages. En vous appuyant sur un plan pour accomplir ce travail de fond, au final, vous allégez votre esprit d'une charge mentale importante. Et c'est précisément ce qui va libérer votre créativité pendant la phase de rédaction. Et oui, bâtir un plan va vous permettre de désamorcer une peur bien connue, comme celle de devoir réinventer tout un pan de votre livre si vous venez à vous aventurer dans des intrigues très complexes. De plus, cette structure vous préserve du syndrome de la page blanche et du risque de ne plus savoir trop quoi raconter au milieu de votre récit. Qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Je suis désolée, vous avez le syndrome la page blanche. Merde, c'est grave? Eh bien, je vais vous prescrire des Des antibiotiques? Non, des antibiographies. Ensuite, ça devrait aller mieux. Oh merci, docteur, vous me sauvez la vie. Pour avoir écrit la première version d'Alison, mon premier roman, sans même faire de plan, je peux vous garantir qu'il n'y a rien de plus déstabilisant que cette situation. Pourquoi? Parce que ce vide que nous ressentons par exemple devant la page blanche nous pousse à vouloir combler les manques en fait par des scènes beaucoup moins inspirées, dont le seul but est finalement de calmer notre angoisse de ne pas atteindre l'objectif. Il ne faut pas oublier que la création d'un roman demande un travail de longue haleine qui s'étend sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Si vous vous retrouvez régulièrement face à ce genre de situation, vous risquez de vous épuiser tout simplement, de perdre patience et parfois même d'abandonner définitivement le projet. Et c'est précisément là que réside l'importance capitale de maîtriser votre structure. Comme vous l'aurez compris, maîtriser sa structure est capital. C'est grâce à ce travail en amont que vous connaîtrez le chemin à emprunter. Pour illustrer l'importance cruciale de faire un plan, je vais vous proposer cette petite analogie, la théorie du labyrinthe. Imaginez-vous perdu au milieu d'un immense labyrinthe naturel s'étendant sur plusieurs hectares. Une fois à l'intérieur, s'engager sur un chemin, c'est avancer vers l'inconnu. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où cela va vous mener. Vous tentez alors de vous orienter au hasard en vous laissant guider par votre seul instinct. Alors certes, avec de la chance, vous trouverez peut-être la sortie du premier coup en ayant vécu une expérience incroyable. Mais que retenir de cette expérience? Simplement que vous avez été extrêmement chanceux. Les probabilités pour que vous trouviez le chemin optimal dès le premier coup, je peux vous dire, elles sont vraiment infimes. La chance, elle est amusante au casino, mais sur un roman de 400 pages, c'est une stratégie de kamikaze, soyons clairs. Si vous vous engouffrez dans le labyrinthe la tête baissée, le risque le plus sérieux est de vous y éterniser. Chaque fausse piste va vous obliger à rebrousser chemin, et dans votre roman, cela va se traduire par des ratures, des pages entières arrachées. En revanche, si avant d'y pénétrer, vous prenez de la hauteur pour observer le labyrinthe depuis le ciel, alors votre vision devient plus claire et vous augmentez drastiquement vos chances de trouver le chemin le plus court.
et vous ne perdrez jamais votre objectif final qui est la sortie. C'est précisément ce que fait un plan pour votre roman. C'est la boussole et la carte qui vous évitent les fausses pistes, mais surtout qui vous évitent les longueurs inutiles dans votre récit. Alors comme nous venons de le voir, faire un plan permet de visualiser clairement la structure du message que vous voulez transmettre dans votre œuvre. En passant par la frise chronologique, puis par la rédaction du plan, chapitre par chapitre, vous prenez conscience de l'utilité réelle de chaque partie du livre. Ça donne donc un sens pratique et une fonction précise à chaque chapitre. C'est une clarté qu'il est clairement difficile d'obtenir lorsqu'on attaque le labyrinthe à l'aveugle. Lorsque vous entrez dans le labyrinthe sans préparation, vous vous exposez au risque de rédiger des chapitres sans réelle valeur ajoutée. Et c'est ainsi que naissent les longueurs, des longueurs qui justement risquent de perdre votre lecteur au fil du récit. On a tous connu ce livre, vous savez ce chapitre où le héros il est en train de décrire son café pendant 15 pages. Ça c'est plus de la littérature, c'est du meublage de cuisine chez Ikea. Ah putain c'est dégueulasse, je déteste le café. On est obligé de la tourner cette scène? Bah oui, t'as pas le choix. Si tu veux décrocher des sponsors chez Café Grand-Mère ou le prochain bistrot littéraire, force-toi un petit peu. Ok. Une narration efficace donne un rythme dynamique à votre récit. Elle ne s'encombre pas de détails futiles qui n'ont aucun lien avec le message que vous voulez transmettre dans votre œuvre. Et si détails il y a, ils doivent servir à un sens caché, à installer une ambiance ou approfondir la psychologie d'un personnage. Si votre chapitre ne sert pas l'intrigue, eh bien c'est un peu comme une troisième jambe. En fait, c'est original, mais ça n'aide pas à courir plus vite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, les descriptions ne doivent pas être là pour combler un manque d'idées. Le rythme du récit est une des clés majeures pour la qualité de votre œuvre. Et pour le maîtriser, vous devez être capable de visualiser à chaque instant votre objectif. Rappelez-vous la méthode que je vous ai présentée pour bâtir votre plan. La frise chronologique, elle vous offre d'abord une vue d'ensemble. Ensuite, libre à vous de suivre cette même chronologie ou de le faire différemment suivant ce que vous voulez provoquer chez votre lecteur. Mais une fois votre objectif bien défini, vous serez capable de placer stratégiquement chaque point clé de votre histoire dans des chapitres bien ciblés. Vous vous assurez ainsi de placer chaque élément déclencheur, les rebondissements, le climax, là où ils auront le plus d'impact. Comprenez bien que le climax, c'est votre feu d'artifice. Si vous lancez tous vos pétards au début du récit, alors à la fin, vos lecteurs seront en train de scroller sur TikTok. Eh oui, je viens de sauver le monde. À présent, passons au cœur de l'histoire. La vie ennuyante d'un ouvrier de restaurant. Faire l'effort de positionner tous les moments forts lors de la phase de conception et non pendant la phase de rédaction vous permet d'acquérir une vision stratégique beaucoup plus limpide et maîtrisée. Vous devenez alors capable de faire monter la pression de manière crescendo du début à la fin. Car n'oubliez pas, si vous écrivez sans savoir où vous allez, y parvenir relèvera alors du miracle. Donc pour faire court, élaborer un plan, c'est simplement gagner en qualité et en sérénité au moment de prendre la plume. Souvent, lorsqu'on s'attaque à un premier roman, on comprend l'utilité de faire un plan, mais l'on s'interroge sur sa réelle valeur ajoutée. C'est un moment où on se confronte un peu à nous-mêmes et on se pose des questions du genre « Est-ce que je serais capable d'écrire ?» Mais quand on en est à ce stade et que notre plus grande peur au final, c'est de ne pas savoir si on tiendra l'endurance, le risque auquel on s'expose, c'est de foncer tête baissée dans l'écriture plutôt que d'élaborer un plan, mais qui nous donnera l'impression en fait de ne pas avancer dans le projet. Alors avant de vous lancer, il est primordial, je trouve, de comprendre ce que le plan va vous apporter. En réalité, il permet de dissocier deux étapes cruciales. La phase de conception de l'histoire et la phase de rédaction. Foncer tête baissée dans l'écriture, c'est affronter au final deux chantiers en même temps. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile, même si cela reste faisable. Le seul véritable bémol du plan, c'est qu'il faut s'armer de patience. On m'a dit que quand on est auteur, il faut se faire éditer. Alors j'ai décidé de méditer. Lorsqu'on se lance dans l'aventure de l'écriture, en fait, c'est la visualisation du livre terminé qui nous donne l'énergie de démarrer. En fait, on ne prend pas toujours conscience au début des milliers d'heures de travail qu'il va falloir fournir pour atteindre l'objectif. Alors c'est vrai que accepter de prendre du temps pour faire un plan,
qui n'est pas encore l'œuvre en elle-même, donne parfois la fausse impression de faire du surplace. Pour vous donner un exemple, la simple conception du plan des 2 tomes de ma saga Crystal m'a pris 1 an de travail. 1 an pour aboutir à un document d'à peu près une 50aine de pages. Durant toute cette année, commencée en 2020, je n'ai fait que bâtir la structure de l'histoire. Rien de plus. Et ce n'est qu'en 2021 que j'ai commencé d'écrire les premières lignes du tome 1. Pourtant, ce que je peux enfin vous affirmer aujourd'hui grâce à cette expérience, c'est qu'au moment d'attaquer la rédaction, vos idées sont d'une limpidité absolue. Le plan libère votre cerveau d'une charge mentale non négligeable, vous permettant ainsi de vous consacrer pleinement au plaisir d'écrire. En effet, s'il y a bien un conseil que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est celui-ci. Lorsque vous disposez d'un plan, la phase d'écriture change du tout au tout. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur le style, la justesse, les dialogues et l'intensité des émotions. Votre squelette étant solidement bâti, il ne vous reste plus qu'à lui donner de la chair et de sculpter ce qui fera de votre œuvre un récit mémorable. Si l'on ose une analogie avec la peinture, le plan c'est le croquis de départ et la rédaction, ça correspond à ces milliers de coups de pinceau subtils qui donneront vie, relief et splendeur à votre tableau. Notez également que le fait de ne plus disperser votre énergie à la fois sur le fond et la forme vous permet d'accorder une bien meilleure attention à votre style et à l'orthographe. Par conséquent, vous réduisez drastiquement la pénibilité de la phase de correction qui suit la phase de rédaction. Un plan est un gain de temps inestimable. On l'oublie trop souvent, mais devoir réécrire 200 pages dans un livre parce qu'on s'est égaré sur le chemin n'a strictement rien à voir avec quelques heures passées sur le plan à rectifier notre erreur. C'est donc une immense source d'angoisse que nous éliminons grâce au plan. Et plus l'effort mental est réduit et fluide lors de la phase de rédaction, plus la qualité finale de l'œuvre s'en ressentira. Ça, vous pouvez me croire. Pour finir, s'il y a bien un dernier message que j'aimerais vous partager, c'est de relire et de corriger chaque chapitre dès que vous venez de le terminer. N'attendez pas d'avoir écrit le mot fin pour ça. Alors je connais certains auteurs qui préfèrent attendre la fin du manuscrit pour commencer la phase de correction. C'est une approche possible, mais pour avoir essayé les 2 méthodes moi-même, je peux vous garantir que s'éterniser sur un immense chantier de correction tout à la fin de l'écriture du roman peut être tout aussi dérangeant qu'un énorme syndrome de la page blanche en plein milieu de la phase d'écriture. Il faut être lucide. La phase de correction, c'est pas une partie de plaisir. Trop bien! Je vais enfin pouvoir corriger le livre! Je suis enfin libre! Fini cette fichue phase d'écriture! C'est un travail de longue haleine où vous ne produisez strictement plus aucune nouveauté, alors que votre esprit, il a déjà enregistré que le travail est fini. C'est une étape où vous êtes pressé de publier. Et ce moment se transforme en une épreuve vraiment frustrante. Si vous ne corrigez pas vos chapitres au fil de l'eau, vous vous exposez au risque de vouloir vous presser pendant la phase de correction et de bâcler le travail. Et croyez-moi, un roman mal corrigé, c'est la pire carte de visite que vous pouvez laisser à vos lecteurs. Ceci étant dit, j'ai quand même conscience qu'un auteur indépendant n'a pas toujours le budget pour se payer une correction professionnelle. Tout le monde n'est pas édité. Pour vous donner un ordre d'idée, la correction professionnelle de mon tout premier roman, Allison, qui en plus était le plus court de mes romans, m'a coûté 1 500 €. Tu sais ma chérie, je t'aime. Je te garderai bien, mais si je te vends sur le bon coin, je pourrais enfin me payer une correction pour mon roman. Tout particulier ne peut pas se permettre de débourser une telle somme à chacun de ses romans. Mais peu importe vos moyens, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais négliger la phase de correction. Si vous ne pouvez pas vous payer les services d'un correcteur professionnel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer la meilleure qualité de correction de votre roman par vous-même. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Sollicitez des bêta-lecteurs pointillés sur l'orthographe par exemple. Ou alors, équipez-vous de logiciels spécialisés comme Antidote par exemple, qui permet une correction bien meilleure que sur Word. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'IA pour corriger votre roman. Il y a des solutions. En tout cas, prendre le temps de peaufiner votre texte à la fin de chaque chapitre est, selon moi, la meilleure stratégie pour élever la qualité globale de votre œuvre. Pour ma part, c'est ma vision des choses. Mais toutefois, je serais quand même curieux de connaître votre avis sur le sujet. Et si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc voilà, nous voilà à la fin de ce nouveau bistrot littéraire. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi de la faire et que mes conseils vous auront servi. Petit rappel habituel, je suis auteur indépendant, je n'ai pas d'éditeur, pas de producteur, pas de gros budget.
Mon seul moyen de faire connaître mon travail, c'est grâce et uniquement grâce à vous et à votre participation. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, parce qu'en faisant cela, vous aidez l'algorithme YouTube à faire connaître mon travail à davantage de personnes. N'oubliez pas que si mes conseils vous ont aidé, alors peut-être ils aideront d'autres personnes également. De même, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde dans un prochain bistrot littéraire. J'ai déjà quelques sujets en tête, comme l'importance des lieux dans un roman, ou alors comment écrire des dialogues. Tous ces sujets-là sont dans ma tête, mais si vous m'orientez dans les commentaires, alors je verrai comment prioriser les sujets. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.